Hey, salut à toi. Est-ce que tu aimes les contenus courts, impactants, d'auteurs sérieux mais qu'on entend rarement? Si oui, tu es au bon endroit. Si tu veux un résumé du contenu qui arrive, rends-toi directement à l'introduction de la vidéo. Clique directement sur le chapitre dans la description là. Cher lecteur, avant d'aller plus loin sur la chaîne, sache que j'ai aussi ouvert un blog un peu particulier qui reprend la présentation audio que tu vas voir ici et que je te présente. Je t'encourage donc à faire un tour dessus, direction la page synthèse des lectures, pour que tu puisses t'approprier le contenu, somme toute sommaire, mais qui te permettra d'avoir, avec précision et en pas moins de 2 minutes, des informations précises et de qualité. Et tu peux même les copier-coller dans le bloc-notes de ton téléphone pour les ressortir à un dîner de famille. Si, tu vas voir, tu vas tous les impressionner. Tu m'en diras des nouvelles. Tu peux retrouver tout ceci en lien dans la description sous la vidéo ou en scannant le QR code qui va s'afficher là, juste après, tu vas voir. Donc prépare ton téléphone. Maintenant que tu sais tout ça, je te laisse et je te souhaite une bonne écoute. Alors, de quoi on parle en résumé? Dans ce chapitre 12, on fait un saut en arrière, direction l'ère pré-islamique. On observe que les modes de production des captifs serviles dépendent très largement des sociétés d'Afrique noire et orientale qui les produisent. Que les Occidentaux, pour remonter dans le temps cette fois, n'avaient pas le monopole des traites négrières et que les vendeurs se proposaient d'entrer eux-mêmes dans les circuits négriers. Ils avaient plus de désunion que d'union au sein de ces sociétés africaines. En outre, l'acquisition de biens confère une autorité qui, à la mort de cette dernière, désunit le village, avec un retour aux frictions. La ponction d'hommes et de femmes, par les marchands caravaniers, n'est pas un problème, car les différences sont bien trop larges. Et puis, le développement de l'économie dite tributaire, entre marchands et guerriers protecteurs, a largement profité aux élites et souverains en place. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Et les sociétés africaines se cannibalisent entre elles. Maintenant que nous avons vu un grand pan de la traite atlantique, voyons le rôle de l'Afrique noire comme acteur à part entière de la traite. Comment ce continent qui s'est vu être dépouillé a pu jouer un rôle aussi important? Et pourquoi répondait-il si favorablement aux demandes extérieures? Ça, c'est une vraie question. Commençons par préciser un détail que l'auteur nous racontera plus tard. Le, je cite, « mode de production des captifs » dépendait très largement des Africains. La majorité des razziés provenaient de prises de guerre, mais aussi du détournement du droit coutumier, suivant les régions et les ethnies. La déportation, donc la réduction des populations, se résumait à un prélèvement d'hommes ou de femmes sur place. Les 3/4 des captifs vendus aux Européens proviennent de raids et de guerres. Ce sont bien les pouvoirs en place, en Afrique orientale, qui produisirent leurs propres captifs esclaves, essentiellement des Noirs. Adjoints des élites marchandes locales, ce sont bien eux qui en réglementent les opérations de vente à destination du monde. Les Européens, les Américains, n'ont jamais réussi à établir un véritable monopole en matière de traite négrière, ce dernier étant tellement fort que ce sont même parfois les vendeurs qui se proposèrent d'entrer dans ces marchés, des circuits négriers. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est quand même incroyable. Hein. Véritablement incroyable. Parmi les explications qu'ont pu donner certains racistes blancs, ou encore à d'autres qui expliquaient que les Africains collaboraient avec des acheteurs, tout cela a pu être vrai à des échelles, mais réellement infimes. L'explication la plus plausible reste celle des différentes ethnies d'Afrique noire, là où pour eux, le terme « Afrique » ne veut pas dire grand-chose, à l'instar des Européens qui se reconnaissent plus dans l'appartenance à un continent, évidemment au-delà des guerres féodales. Même pendant les voyages à bord de navires négriers, leurs différences restaient plus fortes en majorité que ce qui pouvait les rassembler. Et c'est aussi, je fais une petite parenthèse, ce qui aujourd'hui, nous, peuple européen, nous fait défaut. Eltis remarque, en rapportant une banque de données d'une période présentant 383 révoltes, qu'aucun gardien noir ne s'était eux-mêmes révoltés. Est-ce que vous vous rendez compte? Bien que leur sort ne soit pas différent. C'est dingue. En Afrique noire, l'homme était d'abord enlevé puis désocialisé de son foyer, puis ensuite pour servir ses maîtres. Selon différentes tâches, il était désexualisé, dépersonnalisé ou encore décivilisé. C'est vraiment d'une barbarie sans nom. Et ça, c'était bien avant que la zone ibérique européenne vienne les chercher. L'esclave est avant tout la fabrication d'un intrus, chosifié, asservi totalement à ses maîtres, loin d'un servage, comme on pouvait le voir dans les ethnies d'Afrique au temps des griots par exemple.
préislamique si vous voulez, et bien avant. Les élites locales imposaient leur influence de cette manière, par la terreur, mais aussi par des logiques plus ou moins acceptables, économiques, démographiques, sociales, etc. Ce qu'il faut tenter de comprendre, c'est comment ces élites ont pu entrer dans l'engrenage négrier alors que les logiques africaines étaient radicalement différentes. Et on regardera donc les modes d'organisation des sociétés d'Afrique noire parallèlement à la montée en puissance des traites d'exportation. Contrairement à ce que dit Hegel en 1830, l'Afrique a plus d'histoire que ce qu'en disaient ces derniers ou les tenants de l'européocentrisme. Les sociétés africaines résistaient au changement par plusieurs facteurs, dont Bohannan et Dalton ont mis en exergue 3 grands traits. Le premier étant celui de la réciprocité des peuples, où les dons et échanges étaient relativement obligatoires. Le deuxième étant celui de la redistribution des biens, tel un État qui prélève des biens ou encore par le biais de corvées ou autres taxes. Et enfin le troisième étant celui de l'économie de marché, existant par la présence d'anciens étalons monétaires. L'auteur observe d'ailleurs que l'autoconsommation des biens est différenciée par une culture lignagière entre élites et villageois. La dimension du profit au sens plus européen, qui nous est propre, plus occidental du terme, est ici plutôt secondaire. Il faut voir plutôt l'obtention de biens de prestige assurant une autorité, ou encore l'importance des sages avec leur savoir, les griots. Mais cela ne s'arrête pas ici, cela s'étend au contrôle des femmes, pubères, au monopole d'une série de techniques comme des rites, des pratiques magiques ou encore médecine. Je vous laisserai évidemment voir la suite dans le livre, page 96. Il existe donc un lien, nous dit l'auteur, entre ces coutumes économico-matérielles puis spirituelles, et l'influence des élites lignagères, remise en question par certains attributs matériels. Cela limitant la diffusion d'une autorité qui aurait un pouvoir d'unification. Cette limitation s'amplifia avec l'arrivée de biens par l'essor de la traite, où des élites, durant de grandes fêtes, notamment au Dahomey, redistribuaient ou détruisaient ces dernières. En soi, la migration d'hommes ou de familles d'un modèle de société pour le reproduire ailleurs n'était pas interdit, mais canalisée et réduite, où le nouveau lieu d'établissement était pour lui source de profit, surtout personnel. Les structures de pouvoir étaient aussi reproduites, évidemment. Ce morcellement culturel reproduit en mosaïque introduit donc un renouveau, qui limite grandement l'unification qui apporterait, comme un bloc monolithique, un rempart à l'auto-asservissement et aussi aux demandes du monde extérieur. Bon. Une femme, du nom de Catherine Coquery-Widrowicz, théorise une rupture de l'immobilisme des sociétés africaines en intégrant l'idée de déséquilibre et de conflits internes. Le fait est que l'égalitarisme du système foncier ne permettant pas qu'il se retrouve dans la main de quelqu'un, et donc comme on pourrait le penser avec une fructification sur la longueur, cela aurait eu plus une valeur symbolique et sociale que pour la fructification des terres. Les dissensions internes étant pour le commerce extérieur, pour les élites en place, un non-frein à la ponction d'hommes en vue d'alimenter un circuit de traite. Là où à l'intérieur il existe une forme de servage, l'un envers l'autre, qui conduit souvent à la détestation ou à de micro-conflits. Nous sommes donc sur de la solidarité conflictuelle, comme le dit des travaux postérieurs d'Emmanuel Theuret. Une chose que narre l'auteur à propos de ce fameux Emmanuel Theuret, est l'unification temporelle qui s'est modulée entre guerre et marchands africains comme étant un instrument de répartition des biens. La guerre et le commerce longue distance s'ancrent alors dans un mode de production nommé, je cite, « tributaire », fin de citation, où marchands et guerriers ont besoin l'un de l'autre. L'autre phénomène dans ces conflits étant la polarisation autour d'élites conservatrices qui limitent l'ampleur du grand commerce et de la guerre des élites, dites novatrices, utilisant systématiquement et de façon cumulée les deux moyens, guerre et commerce longue distance, afin d'imposer des transformations en interne par ces dernières. Nous sommes alors entre conservateurs et progressistes. Vous me direz, droite et gauche, quoi. Nous sommes dans les explications, encore dans l'Afrique précoloniale. J'entends par là celle des Européens, pas celle du monde musulman. La différence au final entre l'Europe et l'Afrique, c'est que les élites, pour la première, étaient d'ordre policier, administratif, militaire et clérical, alors que pour la dernière, nous étions sur des guerres et du commerce externe et éloigné. Cela explique pourquoi les voisins,
faisant parfois des proies faciles, étaient radiés. Les prémices de la radia se trouvent être, aux yeux des agresseurs, la caractéristique différenciant de l'ethnie face à elle. En somme, si la complexité était moindre, des justifications étaient avancées pour agresser, car moins évoluées dans leur structure. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi, je vous dis à plus tard ou à demain pour un nouveau chapitre, et à bientôt sur mes lectures.